avant et tu dévoiles à quelqu'un plus ou moins nombreux des choses sur ta vie intime. Et le parallèle est encore plus frappant si on se fonde sur l'idée que dans les premiers siècles du christianisme, la confession, ça se fait en public. Tu es devant l'assemblée et tu demandes pardon à l'assemblée. Et en demandant pardon à l'assemblée, tu demandes aussi pardon à Dieu lui-même. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui se passe aussi dans le stand-up? Tu viens ici pour faire rire le public, et peut-être pour faire rire Dieu lui-même aussi. Un petit peu. Je m'arrête là par rapport à ce parallèle, parce que je ne voudrais pas trop vous saouler avec ça, et que j'en dis un petit peu plus dans un livre à paraître chez Gallimard, qui est la biographie du fondateur du stand-up, que j'ai provisoirement appelé Stand-up, sa vie, son œuvre. Et d'ailleurs, j'en profite pour caser ça, parce qu'il y a souvent une confusion fréquente. Stand-up, un homonyme, il ne faut pas du tout confondre avec son homonyme Stand-up, qui lui est le fondateur du shampoing, qui évite les yeux. Et c'est une connerie d'ailleurs, parce que moi personnellement, à chaque fois que j'ai utilisé le shampoing Dop, j'ai envie de dire publicité mensongère, parce que je me suis un peu perdu. Le stand-up, la confession. Je viens ici ce soir pour confesser un certain nombre de fautes. Peut-être que sous cette apparence de gentillesse, dont Flo a fait l'éloge tout à l'heure, il y a beaucoup de fautes et beaucoup de vices. Je me limiterai à un seul ce soir, histoire de garder de la matière. Parce qu'on a tellement. Et d'ailleurs, c'est parfait, parce que ce soir, j'ai plein de familles qui est au deuxième rang. Donc, c'est l'idéal pour confesser un certain nombre de fautes. D'ailleurs, une de ces fautes, sur laquelle je ne passerai pas énormément de temps, c'est quand je suis sur scène, une certaine tendance à prendre le public en otage à des fins totalement personnelles. Est-ce que vous pourriez faire un tonnerre d'applaudissements pour Luc, dont c'est l'anniversaire ce soir? Merci beaucoup. Vous êtes formidable, ou alors excessivement de mauvaise foi, et c'est de mauvaise foi dont je vais parler ce soir. Un de mes vices, en effet, c'est la mauvaise foi. Une des situations où j'ai fait preuve d'une immense mauvaise foi, il faut que je plante un petit peu le décor. Globalement, depuis que je commence à gagner ma vie, j'ai fait en sorte de choisir des métiers qui me permettaient de la gagner relativement mal. Et ce qui veut dire aussi que, habitant à Paris, depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai toujours habité dans des endroits relativement exigus et relativement haut placés, la plupart du temps sans ascenseur. Donc l'anecdote de mauvaise foi qui vient se situe dans un appartement au 6e étage sans ascenseur, dans un espace de 12 mètres carrés avec une cuisine séparée mais qui elle-même fait à peine plus que l'espace d'un placard. Dans cette cuisine, il y a un évier. Ça arrive dans les cuisines les plus honnêtes qui soient. Et cet évier, ce jour-là, je venais de faire la vaisselle et je me suis rendu compte à la fin de la vaisselle que l'évier était bouché. Donc à ce moment-là, que faire? J'emploie une solution qui n'est pas la bonne, comme la suite de l'anecdote le montrera, à savoir, je fais bouillir de l'eau. Et je me dis que l'eau chaude permettra peut-être de dissoudre le bouchon qui est en dessous. Ça ne marche absolument pas, mais ça fait dangereusement flirter l'évier avec le débordement. D'autant plus qu'il y a toujours une partie des essais de sel à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je commence à dévisser le coude qui est en dessous. C'est une mauvaise idée. Je vois que ça commence à frémir au second rang, parce que l'eau commence à sortir, mais à sortir avec toute la puissance induite par la force de gravité et par le contenu qui, je le rappelle, était relativement plein de l'évier en question. Donc, tout commence à couler un petit peu partout. J'avais utilisé un récipient jusque-là qui commence à être rempli. Je mets un autre récipient à la place. Je me retrouve dans la cuisine entouré de 12 ou 15 récipients remplis d'eau. C'est à ce moment-là que le coude me reste dans les mains. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'ai le coude rempli de saleté, j'ai l'eau qui commence à me déborder sur les pieds et qui se rapproche dangereusement de la prise électrique pas très bien foutue à côté. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le coude dans les mains, je ne veux pas le poser sur le lit parce qu'il est quand même dégueulasse, je ne veux pas le poser sur la table, et à ce moment-là, je fais quelque chose sous le coup de la panique. J'ouvre la fenêtre et je secoue de manière à ce que ça tombe dans la gouttière. Évidemment, ça ne tombe pas dans la gouttière, le bouchon de saleté est propulsé et tombe dans la cour de l'immeuble 6 étages plus bas. Quelques secondes plus tard, j'ai mon interphone qui sonne. Je me rapproche de l'interphone, clac, 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 dans l'eau. Je décroche et il y a une voix de l'autre côté du fil qui dit « Est-ce que c'est vous qui balancez des saletés dans la cour de l'immeuble ?» Et à ce moment-là, mauvaise foi absolue,
Je réponds du tac au tac. Il y a des gens qui font ça. S'ensuit 1 ou 2 minutes de conversation un peu gênante à base de « Franchement, les gens maintenant, il n'y a plus de valeur, c'est n'importe quoi. » Et je suis allé éponger chez moi. C'était une situation de mauvaise foi. Et je la confesse devant vous, public, ce soir. Ouais. Merci. C'est moi. J'ai eu très peur, et c'est le moment où je fais un petit peu de connivence, parce que c'était, il y a des gens qui connaissent Caroline, elle travaillait dans le bureau qui était juste en face, elle prenait sa pause dans la cour en question, donc il y a un univers où c'est peut-être elle avec qui j'ai eu cette interaction. Voilà. C'était le moment private joke. Autre situation d'absolue mauvaise foi, je remonte le fil du sketch, depuis que je gagne ma vie, je la gagne relativement modestement, et Macron, tout ça, le cours de la vie n'a cessé d'augmenter. Donc, à un moment donné, étant un as du budget, je me suis dit, je m'en sortirai dans mon budget si à chaque fois que je fais des courses dans un supermarché, il y a un produit que je ne paye pas. Ça demande simplement un certain sens du tempo. Et des caisses enregistreuses automatiques. Parce que quand tu es à la caisse enregistreuse automatique, tu fais passer tes produits, tablette de beurre, bip, tablette de chocolat, bip, gruyère, ça n'a pas bipé, tant mieux. Voilà. L'essentiel, c'est de garder un peu le sens du rythme. Donc j'ai été aidé un petit peu dans cette entreprise-là, par mon sens du rythme, peut-être un tout petit peu, vu les gens qui se faisaient contrôler à la sortie du supermarché par mon teint relativement blanc comme un légèrement. Balance, et probablement aussi par ce que j'appellerais un délit de gueule de gentil. Une tête, disons, à ne pas faire de mal à une mouche, mais peut-être à une plaquette de beurre en promotion. Et globalement, je me repasse un petit peu le fil de ces moments-là, et je me dis qu'effectivement, j'ai sans doute contribué à cette impression de tête de gentil. Je me revois rentrer dans le supermarché, en général, en train de lire un livre de poésie, que je tiens dans la poche de mon kawaii. J'arrive et je lâche mon livre de poésie et je regarde un petit peu en général autour de tiens, il y a les décorations d'Halloween, tiens, c'est mignon, il y a les citrouilles en promotion. Après, je commets mon petit délit, ce qui fait que la seule fois où j'ai bipé en sortant, probablement la bouteille d'huile qui était passée justement sans que je la fasse biper, le vigile m'a regardé, je lui ai dit ça doit probablement être mon bouquin de poésie de bibliothèque qui a été mal démagnétisé. Et le vigile m'a répondu je vous crois. Vous n'avez pas une tête à voler des choses. Et je lui dis, mais oui, mais bien sûr. Voilà. Donc, grosse mauvaise foi. Après, la mauvaise foi, si j'ai réfléchi un petit peu philosophiquement, c'est le Lachaud Comedy Club, on réfléchit un petit peu, il me semble que c'est quelque chose qui est souvent lié au regard qu'on a les uns les unes sur les autres dans la société. Si mes souvenirs sont bons, là je reviens à des cours de philo que j'avais eu en terminale, Jean-Paul Sartre avait jeté un œil sur la question, pendant que son autre œil mettait une étudiante en mini-jupe au premier rang. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire de délit de se moquer des gens et de leur déformation, parce que Jean-Paul Sartre a un œil qui dit merde à l'autre, comme on dit. Mais on peut peut-être le faire quand il s'agit d'agresseurs sexuels. Bravo, oui. Donc, le regard des uns sur les autres dans la société. J'y pensais en venant tout à l'heure au Lachaud Comedy Club. J'ai essayé de traverser en dehors des clous, parce qu'à ce stade-là, on admettra que je suis un épouvantable de délinquant. Et devant moi, il y a quelqu'un qui tentait de faire la même chose. Donc, cette femme a essayé de traverser en dehors des clous, elle s'est fait klaxonner sauvagement par une voiture et l'a reculée. Et à ce moment-là, elle a vu que je la regardais. Et parce qu'elle a vu que je l'avais vue, elle a fait une sorte de petit mime de parfaite mauvaise foi. Un mime qui commençait par « ça va pas que cette voiture me klaxonne », et un deuxième mime qui disait « oui, quand même, effectivement, j'ai un peu déconné sur ce coup-là », ce qui donnait quelque chose du type « et j'aime beaucoup quand les gens font ça ». Une autre situation comme ça de mauvaise foi et de regard les uns sur les autres, ça va être assez parisien, mais ça fonctionne aussi dans des grosses villes au hasard. Lyon, il suffit d'une ville avec un métro. Une ville avec un métro, la situation est la suivante, c'est quand tu montes dans le métro à un endroit où tu peux t'asseoir. Tu t'assois, mais la station d'après, ou 2-3 stations après, il y a un grand groupe de gens qui montent dans la rame. À savoir un nombre de gens relativement tricky. Tricky étant le nombre de gens où tu ne sais pas si tu devrais te lever ou pas.
À ce moment-là, la situation devient complètement différente si tu es assis ou assise à côté de quelqu'un tel qu'une et que cette personne décide de se lever. À ce moment-là, tu ne peux pas décemment ou socialement, je ne sais pas, rester assis-assise. Donc tu vas te lever toi aussi, mais avec quand même un peu d'acrimonie contre la personne qui s'est levée le premier, la première. Situation de mauvaise foi et de regard les uns sur les autres. La mauvaise foi, c'est aussi quelque chose que je trouve profondément humain. C'est la seule chose qui me rendra un peu indulgent par rapport à des personnes monstrueuses de la société, des monstres d'égoïsme et de haine. Au hasard, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'ai pu en parler quelques petites fois sur cette scène, et comme on en est aux aveux, j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose, une petite chose qui m'attendrit chez Emmanuel Macron. Ah bon? Justement, ces petits moments de mauvaise foi. Par exemple, Emmanuel Macron s'est plusieurs fois présenté avec des lunettes noires fumées sur scène. Oh, Ce qu'on appelle les lunettes à la Tom Selleck ou à la Flo depuis un petit quart d'heure. Et à ce moment-là, son médecin avait fait un communiqué disant que c'est parce qu'il a un vaisseau sanguin qui a pété dans un œil, et donc du coup, il ne veut pas trop que ça se voit. Moi, ma théorie personnelle, c'est que Emmanuel Macron, comme un petit enfant de 6-7 ans, il était très fier d'avoir ses belles lunettes. Il voulait que ça se voit. Il trouvait que ça faisait gros dur. D'ailleurs, certains républicains se sont chargés de le dire. C'est très bien, parce que comme ça, il a l'air d'être un peu costaud par rapport à Donald Trump. Du coup, je pense qu'il y avait ce truc humain et donc un peu gamin chez Emmanuel Macron. Il me semble qu'il y a un peu la même chose. C'est vraiment le soir des aveux. Un minuscule attendrissement que je vois chez Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas vrai. Je finis naguère une chronique littéraire ici. Dans le journal d'un prisonnier, si je regarde en dessous de l'ego mégalomaniaque, et si je regarde aussi en dessous des volontés électoralistes qui sont derrière ce bouquin, si je regarde en dessous l'appât du gain qui explique ce bouquin, et si je regarde légèrement au-dessus des talonnettes, il y a un petit peu quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu en tant que prof de collège quand je virais un élève de classe et que cet élève trouvait que c'était injuste et tenait à me faire une dissertation de 2 pages, commençant par, et là je cite vraiment un élève de 5e B d'il y a 3 ans, « Il n'y a jamais eu d'aussi grande injustice depuis l'affaire Dreyfus. » C'est vrai. Il me semble que le journal d'un prisonnier, c'est un peu ça. C'est un gamin qui a été pris en tort et qui dit « Oui, mais non, mais quand même. » Voilà. Et donc, la mauvaise foi, quelque chose d'un petit peu humain, d'un petit peu attendrissant. Qu'est-ce que ça pourrait être la mauvaise foi? La mauvaise foi, ce serait prétendre avoir une chute en arrivant à la fin de ce sketch. Je vous souhaite une bonne soirée.